on va passer d'une agriculture de connaissances, parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de donner les moyens, d'expliquer aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition, et j'abonde. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux. Bonjour à tous, je suis Marion Lemonnier et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai créé ce podcast en partenariat avec La Ferme Digitale, une association qui regroupe une centaine d'adhérents qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Après un marathon de 24 épisodes entièrement tournés au Salon de l'Agriculture pour rencontrer les startups membres de l'agritech et leur écosystème, revenons à nos moutons. Pour ce faire, j'ai le plus grand plaisir de recevoir Hervé Pillot, l'agriculteur aux multiples casquettes. Éleveur en Vendée à la retraite, auteur, consultant conférencier et membre de nombreuses institutions agricoles. Hervé est en fait au cœur des réflexions sur l'innovation agricole et du futur de l'agriculture en général. Hervé a amené ses vaches sur le salon de l'agriculture pendant des dizaines d'années et c'est maintenant sur le stand de la Ferme Digitale, dont il est membre d'honneur depuis le début, qu'on peut le retrouver. C'est pour cela qu'il était inenvisageable de poursuivre ce podcast sans son intervention et sa vision 360 degrés des mutations du secteur agricole. Finalement, un épisode pour en éclairer tous les autres. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute, que vous soyez en voiture, en télétravail, en pause déjeuner, dans votre jardin ou dans votre tracteur. Bonjour Hervé Pillot, c'est un honneur de te recevoir sur le podcast Futur Agri puisque depuis le premier épisode, on devait faire cet épisode ensemble. Le Covid, ça nous a un petit peu ralenti parce que tu venais plus trop à la capitale, mais là, ça commençait à devenir vraiment indispensable. En effet, on va voir vraiment tes liens avec la Ferme Digitale, ils sont vraiment indéfectibles. Et qu'on se croise, du coup, c'est pour ça qu'on se croise depuis quelques années maintenant sur le Salon de l'Agriculture. On va tenter un petit peu de comprendre ton parcours, ce qui nous a amené à nous rencontrer au fil des salons de l'agri sur le stand de la Ferme Digitale, justement. Ma première question, pour comprendre un petit peu qui tu es et d'où tu viens, c'est comment est-ce que tu es passé d'éleveur vendéen très engagé pour l'agriculture et ton territoire à justement spécialiste de l'innovation agricole aux côtés de la Ferme Digitale et de plein d'autres institutions. Bonjour Marion. Donc les deux sont liés en fait, de mon engagement professionnel. Peut-être un peu moins ma profession d'éleveur. Alors, par contre, ma profession d'éleveur avec le salon d'agriculture est intimement liée, parce que avant de m'intéresser au numérique, j'ai fait 18 salons d'agriculture avec des vaches dans le bâtiment 1. Avec tes vaches. Donc, le bâtiment 1 restera pour moi définitivement le bâtiment du salon de l'agriculture. Alors après, pourquoi je dis que c'est intimement lié à mes engagements professionnels? En fait, je suis venu m'engager pas mal dans le réseau de la FNSEA chez moi en Vendée en 2000. Et en 2000, là, on montait un site internet classique comme tout le monde faisait, mais une spécificité sans qu'on le veuille, tout simplement parce que c'était dans notre ADN. Ce site a été collaboratif bien avant qu'on parle d'internet 2.0. On l'a monté à 10 organisations professionnelles parce que ça ne venait même pas l'idée de le faire autrement. Et c'était pas un portail où chacun avait son site, non, c'était véritablement un site partagé. Donc on était parti sur de bonnes bases. Pourquoi? Simplement parce que le collaboratif est dans l'ADN et de l'agriculture, et je pense plus particulièrement de l'ouest de la France et de la Vendée. Et le président à l'époque avec qui je travaille depuis 20 ans, qui est Joël Limousin, j'ai avec lui à l'époque, on a commencé à monter ça, il m'a demandé de m'en occuper, je m'en suis occupé. Et deuxième étape, c'est 2007, où là, en ayant un petit peu marre de voir la façon dont on présentait l'agriculture sur les chaînes télé et ailleurs, je me suis dit, il faut qu'on fasse nous-mêmes notre propre promotion du métier, qu'on enregistre nous-mêmes
des reportages à l'époque, c'est comme ça qu'on le voyait et qu'on les vend aux télé. Alors j'ai pas réussi parce qu'en fait ça n'a pas beaucoup changé. C'est un métier, je pense. Et ça n'a pas beaucoup changé le discours, un petit peu quand même maintenant, mais il a fallu beaucoup plus de temps que j'aurais imaginé. Et on nous a dit à l'époque, il n'y aura pas de... Vous trouverez personne en fait pour vous l'acheter. Par contre, montez une web TV pour les agriculteurs. Et 2007, c'est l'année où YouTube est né, c'est l'année où Dailymotion est né. Nous, on avait la chance d'avoir une boîte exceptionnelle dont tout le monde se sert, mais que personne ne connaît, qui est AMP Visual TV. AMP Visual TV, ils sont des Sables d'Olonne, mais c'est les propriétaires de tous les studios à Paris. C'est eux qui font tous les grands prix automobiles dans le monde, qui font les coupes du monde de football. Donc c'est eux, ils avaient l'expertise. Et eux, ils avaient l'expertise, et on les connaissait bien. Et c'est eux qui nous ont fait faire ça. Et 2007, c'est à la fois loin et pas loin, parce qu'il y a que 15 ans, à l'époque, on tournait des rushs sur des cassettes qu'on leur emmenait en voiture au Sables d'Olonne pour qu'ils nous les montent. On imagine ce que... Et là, on est en train d'enregistrer un podcast. Ouais, on parlait pas de podcast, c'est évident à l'époque. Et on a commencé comme ça. Et après est arrivé 2010, où un congrès de la FNSEA à Auxerre, où là, la communication digitale est à l'ordre du jour du congrès. Et derrière, il y a un séminaire des directeurs. Et mon directeur au retour me dit il faut que tu ailles voir ce que c'est les réseaux sociaux, ce que c'est Twitter, Facebook et tout ça. Et ce que j'ai fait. Et là, je suis parti en achetant un livre que j'ai trouvé, Le Guide de l'influence de Vincent Ducré, et ça structurait toute ma démarche derrière après. J'ai connu Vincent par la suite, et je l'ai fait rentrer à la FNSEA, et ensemble on a monté pas mal de choses avec les collaborateurs qu'il y avait à l'époque à la FNSEA, et donc je suis venu à m'intéresser au numérique par la communication. Okay. Et dernière étape importante avant d'arriver à la ferme digitale, c'est en 2015, le groupe France Agricole me demande d'écrire un livre. Ils avaient vu que parce que France Agricole, du coup, le groupe de presse. Le groupe de presse France Agricole. Ouais. Et parce que tout ce que je montais à la FDSEA de Vendée d'abord, après ça a été un peu plus loin, mais je voulais l'essayer par moi-même pour pas les emmener n'importe où. Et donc toi, à titre perso, mais c'était un jeu. J'ai jamais eu l'objectif d'arriver à 12 000 followers sur Twitter, autant sur LinkedIn et tout ça. Et j'avais ouvert un blog. Écrire, j'ai toujours aimé. Donc et j'écrivais sur mon blog des billets d'humeur, des choses comme ça. En même temps, j'écrivais sur le journal départemental, parce que la même chose aussi, ça a été toujours faire le lien entre nos différents médias. Ouais. On l'a pas en abandonné un. Non, on a toujours fait de la communication 360, du papier jusqu'aux réseaux sociaux. Et donc j'ai écrit ce premier livre en 2015. Et dans le même temps, c'est là que j'ai créé les concours à Green Startup. D'abord en Vendée, et puis après un peu dans différents endroits en France, dont au Salon d'agriculture aussi, et à Châteaudun. Où on avait été, ça paraît bizarre Châteaudun, mais à l'époque qui est pas si vieille, il y a 7 ans, ils avaient eu l'idée de faire c'était bien même 2014, ça, enfin peu importe, de faire un salon du digital agricole. D'accord. Et on faisait ce concours, et là, il y avait des jeunes startups qui étaient invités. Alors, d'un côté, il n'y avait pas grand monde au salon, mais on avait du temps pour nous, pour s'amuser bien. Et c'est là que l'idée de la ferme digitale est venue, en fait. La ferme digitale est née à Châteaudun, avec les 5 fondateurs qui étaient là. Et je me trouve avec eux, ils m'ont dit, faut que tu viennes avec nous. Et c'est comme ça que je me suis trouvé le parrain de la ferme digitale. Et qu'après, j'ai été un petit peu, j'ai été une des premières références dans ce domaine-là. C'est comme ça que l'histoire s'est créée. Okay, certains croient que c'est par le numérique de mon exploitation, mais pas du tout, en fait. Oui, c'est ça. C'est plutôt effectivement d'abord sur ce côté très digital. On va aller voir ce qui se passe dans le digital au moment où ça commence à arriver. Et puis du coup, innovation, Totalement. etc. Et avec tech derrière. Dès le départ, quelque chose que j'ai toujours gardé, pour moi, ça n'a d'intérêt, notamment pour la communication, si ça crée du lien dans la vraie vie. Okay. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu conserver. Justement, on va en parler sur aujourd'hui la vision que tu as construite, parce que on l'a vu, ça fait vraiment plusieurs années que tu t'intéresses à tout ça, etc. et que c'est important.
Donc, il y a beaucoup d'innovations dans le milieu agricole aujourd'hui. Là, on l'a vu dernièrement avec le salon de l'agriculture et le stand de la ferme digitale, c'est devenu assez énorme. Mais l'innovation, pour l'innovation, on est d'accord, c'est pas vraiment l'objectif. Aujourd'hui, il y en a vraiment dans toutes les filières, à tous les niveaux, sur plein de sujets différents. Qu'est-ce qui est, et tu commences à en parler, qu'est-ce qui est pour toi, quelle vision tu portes sur l'innovation, qu'est-ce qu'elle doit vraiment apporter au secteur agricole ? Les moyens du changement. Tout le monde est d'accord désormais pour dire que l'agriculture doit encore évoluer. On parle maintenant on en parle pour la French Tech, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, de troisième révolution agricole. Je pense que c'est le cas. La première, c'était celle de la mécanisation juste après-guerre. La deuxième, c'était celle des engrais, des produits phytosanitaires dans les années 60 qui sont développés. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même ce qui a permis de développer l'agriculture et de nourrir tout le monde, surtout, quoi qu'on en dise. Et la troisième, c'est la révolution de la connaissance. Et celle dans laquelle on rentre. Et je pense que l'intérêt du numérique et plus largement de l'innovation, ça va être de passer d'une agriculture intensive en intrants, donc en phytosanitaire, en engrais et tout ça, à une agriculture encore plus intensive, j'ose le dire comme ça, en connaissance. Parce qu'il va falloir produire. Non seulement pour alimenter, mais il va falloir produire aussi pour plein d'autres finalités, pour des biomatériaux, des bioproduits de toutes sortes, de l'énergie, des biostimulants, pour l'agriculture, mais aussi pour la santé, pour plein de choses. Et donc, l'agriculture va devoir produire plus. Et malgré tout, enfin pas malgré tout, tout en respectant la planète qui nous porte et en se mettant les limites qu'on n'a jamais fait jusqu'ici, jusqu'où on peut aller. Sans l'altérer de trop. Automatiquement, on altère un peu quand on modifie les choses. C'est pas vrai que pour l'agriculture. Ouais, mais sans qu'on se retombe dessus dans plusieurs années et qu'on repousse aussi justement les limites de la planète et qu'on impose aux générations futures quelque chose qui va pas super bien, quoi. C'est ça. Donc, Alors, par rapport à ça, il y a une chose qu'il faut se dire, qu'il faut vraiment regarder en face. Je l'ai écrit dans mon dernier livre. On a mis des millénaires pour arriver à 1 milliard d'habitants sur Terre. On est arrivé à 1 milliard d'habitants sur Terre en 1800. En 250 ans, on va multiplier par 10. Donc, faut être sérieux. C'est pas possible que ça se fasse sans répercussion. Bien sûr. Et on va pas quand même en mettre les 3/4 à la porte de la terre de ces 10 milliards. Moi, j'oserais pas toujours. Donc, il faut faire avec. Et donc, à partir de là, il faut savoir que oui, la pollution existera. Elle a toujours existé. Elle continuera à exister. Par contre, on se doit de s'en fixer des limites et qui malgré tout nous conserve une vie heureuse. Et là, l'agriculture en est à une partie de responsabilité, est aussi une partie de la solution. Et toutes les innovations qui nous arrivent, liées au numérique, mais pas toutes, mais je pense qu'elles sont toutes un petit peu malgré tout liées au numérique, vont nous y aider. Alors, les domaines d'impact pour moi les plus importants, il y a tout ce qui se fait autour de l'accompagnement des agriculteurs pour mieux travailler, pour être plus rentable, pour être plus performant. Je dirais que ça c'est relativement classique. Ça les commence outils de gestion, quoi, un peu. Outils de gestion, outils de commercialisation, outils de management, de troupeaux, de cultures, de toutes sortes. De prise de décision. Ces choses-là commencent à rentrer pas mal dans les mœurs. Ce qui est moins, je pense, qui va devoir se développer dans les années à venir, c'est des outils de modélisation. Moi, je rêve demain que chaque agriculteur ait son propre farm simulator de son propre exploitation pour pouvoir faire des simulations, des prévisions pour l'année, les 5 années à venir, des mésocultures qu'il va faire, des risques qu'il prend, tous ces éléments-là. Je pense que si on sait utiliser le data qu'on a actuellement, et quand je dis savoir l'utiliser, c'est savoir le mettre toute en synergie, le rendre accessible pour tout le monde. On est en capacité de le faire, ça serait une formidable avancée. Donc ça, c'est un domaine de prospective, je pense. Le deuxième, c'est accompagner le travail des agriculteurs par la robotique. L'agriculture reste un métier très dur, il y en a d'autres. Nos amis et petits cousins, petits ou grands cousins, je sais pas comment faut le dire, des paysans de la mer, à mon sens, ont un métier physiquement encore plus dur que nous. C'est plus facile de mécaniser des cultures ou de l'élevage que de mécaniser la pêche ou l'élevage des huîtres ou des moules. J'ai pas vu de robots encore pour aller les chercher. Il y a des robots pour traire, des robots pour désherber. Il n'y a pas de robots pour aller chercher des poissons.
Pas trop. Et enfin, je connais pas, moi toujours. Et pour ce qui concerne l'agriculture, il y a encore beaucoup à faire avec la robotique, qui va encore pouvoir robotique et cobotique, les deux. Donc cobotique qui associe le robot et l'homme, ce qui m'intéresse beaucoup parce que comme on travaille dans le vivant, la sensibilité que le numérique, que l'intelligence artificielle ne saura jamais faire, il faut la garder et l'associer, et savoir l'associer. C'est-à-dire déléguer plus ce que notre cerveau, je sais jamais si c'est le rôle gauche, mais notre cerveau cartésien on sait faire, qu'on a voulu hyper développer depuis des années. Je pense qu'on peut lui confier beaucoup plus de choses comme ça au numérique. Par contre, tout ce qui touche à la sensibilité, quand on parle d'éleveur, c'est un art un petit peu d'être éleveur. Il faut sentir, voir les animaux. Si on met un robot de traite, regarder dans les yeux, ça, je pense qu'un robot, il sait pas faire. Mais si on met un robot de traite dans les mains d'un très bon éleveur qui sait vivre avec son troupeau, qui sait le regarder, il fait des miracles avec. Si on met ça dans les mains d'un éleveur pour lequel c'est un palliatif de ce qu'il sait pas faire, c'est une catastrophe. Donc, ce deuxième élément-là, et le troisième pour moi qui est le plus fascinant de ce qui nous attend, c'est le lien du numérique au vivant. Et là, on a des avancées, je pense, considérables à faire devant nous en termes d'amélioration génétique dans le domaine des plantes. Peut-être plus encore que dans le domaine des animaux. Depuis que l'homme a domestiqué la nature, on a domestiqué 6500 espèces de plantes. 80% de l'humanité en mange 20. Et 4 font 60% de l'alimentation. Le blé, le maïs, le riz et les pommes de terre. Je pense que le champ du possible, il est énorme. On a les maniocs, par exemple, les millet, et toutes ces plantes tropicales n'ont jamais été véritablement sélectionnées. Et il faut le faire. Alors pourquoi le faire? C'est pour stabiliser les rendements, pour qu'ils ne soient peu aléatoires, parce que quand on sème si on sème un champ, si on récolte pas, on n'a rien, quoi. Donc vaut mieux assurer les choses. Et également, on dit qu'il faut remplacer les produits chimiques d'accompagnement de l'agriculture. Dont acte, c'est probablement vrai. Peut-être pas totalement, parce que mais j'aime pas trop le manichéisme. Les choses ne sont jamais blanches ou noires. Mais malgré tout, il y a énormément de possibilités que nous offre la nature, qu'on peut travailler avec des biostimulants, des bioproduits. On commence à avoir dans la ferme digitale quelques startups comme Mycophyto, comme Axioma, qui travaillent là-dessus. Et ça, c'est un autre apport du numérique qui aide à accélérer les process. Et là, du coup, je mets beaucoup d'espoir. Ça demande énormément de technicité. Ouais, de recherche. Moi, ça m'a vraiment marqué là au dernier salon de l'agriculture à quel point il y avait pas mal de start-up aujourd'hui et qu'on avait moins effectivement les autres années. Là, qui sont vraiment dans de la recherche pure avec des doctorants, etc., qui bossent sur des choses très complexes, mais qui apportent en même temps, qui sont à la fois très complexes, mais qui apportent des solutions qui sont très très concrètes. Mycophyto, c'est le meilleur exemple et j'espère pouvoir recevoir Justine très bientôt dans le podcast. Ouais. Je pense que l'avenir pour les startups est plus là-dedans que dans le contact direct aux agriculteurs. Pour diverses raisons. L'agriculture est un milieu hyper structuré. C'est ce qui lui a permis de se développer, cette structuration. Et où il se développe en matière d'outils d'accompagnement des agriculteurs, pas mal de choses également. Et pas beaucoup, mais un certain nombre de startups se trouvent dans une situation un peu conflictuelle avec ce qui se fait. J'irai pas juger si ce qui est mis en place par les organisations ou les startups est meilleur l'un que l'autre. Je pense qu'il y a du bon un peu partout. Déjà pour ça, je pense que la clientèle pour les startups qui sont pour des outils pour les agriculteurs sera plus ces organisations. Faut rentrer dans le milieu. Hein. Effectivement, quand tu apportes une innovation dans le secteur agricole, faut la faire accepter, tester et approuver par ces institutions, mais par les agriculteurs eux-mêmes. Pour les deux. C'est pas des easy users, quoi. Enfin, pas facilement. Faut les convaincre. Par contre, quand c'est adopté, c'est bien adopté. Oui. Mais il faut convaincre, c'est sûr. Les agriculteurs ont un chemin à faire aussi là-dessus. S'ils veulent continuer à être maîtres de leurs décisions, parce que pour moi, ça, c'est un élément essentiel. Que l'agriculteur reste maître de ses décisions sur son exploitation. C'est vrai pour lui, mais c'est vrai aussi pour la collectivité. Je ne crois pas qu'on aurait une agriculture respectueuse de l'environnement si elle est dirigée, que ce soit par l'État, que ce soit par des collectivités ou par des grandes firmes. Ouais. Et le numérique peut risquer un jour de faire d'un certain nombre d'agriculteurs, pour pas dire la majorité, des travailleurs de plateforme. Et ça, il faut absolument l'éviter. Ouais. Donc les agriculteurs doivent s'emparer de l'innovation également auprès des startups. Mais pas contre les organisations. Je pense qu'il y a quelque chose à retrouver. Est-ce qu'elles le feront toutes? Je sais pas. Je pense pas même.
Et je pense que celles qui continueront à vivre seront celles qui sauront franchir ce pas. Être dans cet écosystème-là et évoluer Totalement. avec l'agriculture, avec ces nouvelles innovations et avec le passé aussi, l'historique de ces institutions-là qui vont, comme tu le dis, fonder l'agriculture, quoi. Totalement. Et alors après, il y a un deuxième type de start-up qu'on voit pas beaucoup, mais qui, je pense, qui va arriver, c'est celles qui vont être en deuxième niveau un peu en back-office. Comme on commence à le voir aussi dans le domaine de la santé. Si on prend l'exemple avec le Covid de BioNTech, la start-up allemande, totalement inconnue, totalement incapable de développer son produit toute seule, c'est eux qui ont inventé le vaccin avec l'ARN messager. Ok. Il deal avec Pfizer. Pfizer passe du 8e groupe au monde au premier groupe pharmaceutique au monde. Et BioNTech engrange 17 milliards de dollars. Alors que c'était un inconnu un peu au bataillon. C'était un inconnu. Et tout seul, ils auraient été incapables de le faire. Donc ce lien entre des firmes travaillant avec l'agriculture et des startups devra aussi se faire. Oui. Pour des firmes, c'est la meilleure R&D qui puisse avoir, c'est ce qui leur coûtera le moins cher, ce qui leur fait prendre le moins de risques. Et pour des startups, c'est aussi le meilleur moyen de se développer. Donc il y a une espèce de billard à trois bandes entre les startups, les organisations agricoles dans lesquelles j'englobe les agriculteurs et les entreprises déjà implantées, qui ont besoin de ces innovations, qui seront pas forcément, parce qu'elles sont tellement hyper structurées, elles seront pas capables de développer vite elles-mêmes, mais ensemble, je pense qu'il y aura un travail à faire. Et on commence déjà, notamment au travers de Mycophyto et d'Axioma, on commence à le voir venir. Et d'autres, je pense à Vertal chez moi en Vendée, qui est une entreprise qui était plus vraiment une start-up qui est un peu plus vieille, mais qui est dans le même domaine qu'Axioma, se développe maintenant aussi, après une première phase directe avec les agriculteurs, à travers les coopératives, quoi. Ouais, et tu vois, on l'a vraiment vu là dans les épisodes on a interviewé Axioma dans le podcast justement pendant le salon de l'agriculture pour qu'ils nous fassent rencontrer leur écosystème. Donc on a eu un distributeur au niveau vraiment territorial et aussi Yara avec qui ils commencent à bosser, qui est un énorme géant, etc. Donc effectivement, ça commence. C'est vraiment aussi ce que je voulais moi montrer dans ce dernier salon de l'agriculture, c'est que l'écosystème, on n'est plus tout seul start-up à faire nos petites innovations dans nos coins. L'écosystème, il est large. Mais je suis d'accord, il y a encore énormément de choses à faire et de liens à créer entre ces grands groupes qui effectivement regardent ça aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt. Mais pour les mettre en route et leur faire des partenariats concrets, à l'échelle d'une start-up, quand tu dois avancer vite et tout ça, pour l'avoir fait chez Mimosa, c'est prendre un risque. Que le grand groupe, justement, ils ne te suivent pas, ils mettent trop de temps, etc. Tu vois. C'est prendre un risque. Et là-dessus, je pense qu'il y a le modèle de financement des startups qui a été rodé essentiellement en Californie au départ, avec l'amorçage des pré-séries, des séries A, B, C, D, etc., avec un temps le plus court possible, n'est pas adapté à tous les milieux. Et globalement, n'est pas adapté à l'agriculture. Exactement. Et quand on a fait le rapport sur la French Agritech, c'est quelque chose qu'on a vraiment essayé de mettre en exergue. Si on est dans le domaine du numérique, on peut aller à un certain rythme, moins que dans notre domaine, mais on peut s'en approcher. Quand on est dans le domaine de la robotique, de l'industrie, on n'aura jamais le coût marginal zéro, donc on est dans autre chose, parce qu'il y a toujours les frais de construction du matériel. Et quand on est dans le lien numérique et vivant, donc des startups comme dans les biostimulants comme Axioma ou Mycophyto, on est encore dans autre chose. Et là, il faut beaucoup de temps, parce qu'en plus, là, on se heurte là après aux autorisations de mise sur marché, qui elles déjà demandent beaucoup de temps. Puis c'est pas illogique, quoi. On n'a pas envie d'avoir des choses qui nous empoisonnent ou qui créent des dégâts. Donc il y a besoin de ces tests-là, et elles sont confrontées à ça. Donc le mode de financement devra aussi être plus adapté. Malgré tout, quand on regarde, parce qu'il faut regarder ça à l'échelle du temps, on dit que tout s'accélère, c'est pas vrai. Le temps court et le temps long changent. C'est pas les mêmes éléments qui sont du temps court et du temps long, mais il y a toujours un temps long. Et là, il faut pas s'obstiner à mettre en temps court ce qui n'y est pas, quoi. Et ça, c'est des choses qu'on apprend en avançant, et que les startups apprennent aussi en avançant. Et ce lien entre les institutions et les grands groupes et les agriculteurs va se caler
Je dirais que depuis quelques mois, depuis qu'on a démarré ce travail fin août là sur la French AgriTech, je trouve que ça avance très vite même. Okay. Et ce dont on peut se réduire. Il y a un élément, je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est le lien entre la recherche fondamentale et les startups. Là aussi, il y a des choses à caler. On a des chercheurs et des réseaux de chercheurs exceptionnels en France. Il y a deux problèmes pour moi. Le premier, c'est que ça travaille beaucoup en silo, déjà entre eux. Ouais. Moins que c'était, mais c'est encore pas parfait. Si on compare à d'autres pays comme Israël ou les Pays-Bas ou des choses comme ça, on peut faire mieux. Et la deuxième chose sur laquelle on peut faire beaucoup mieux, c'est le transfert de connaissances entre la recherche fondamentale et les startups. La recherche fondamentale ne va pas naturellement vers l'entreprise. Et va plus vers la publication. Bien sûr, il faut publier, mais il doit se faire plus de transferts. Et quand ils font du transfert, ils auront eux aussi plus confiance dans des grands groupes, aussi parce qu'ils financent, souvent ce qui me scandalise pas moi, que vers des startups. Donc là aussi, il y a du lien à trouver. Et c'est pour ça que le lien startup-grand groupe est important, parce que ça peut créer aussi ce lien avec la recherche. Il faut absolument que tout ça se mette en réseau. Ouais, qu'il y ait une plus grande attention à la mise en application en fait de ces recherches au sein de ce secteur-là de la recherche, quoi. Trop souvent encore, la mise en application est le cadet des soucis des chercheurs. Ouais. Alors que je sais pas, mais à titre personnel, si j'avais fait une grande découverte ou tu vois recherche, j'aurais trop envie d'y aller, de le tester, d'arrêter de gribouiller et d'aller dans le champ, quoi. Oui, mais un chercheur n'est pas son rôle. Un chercheur n'est pas naturellement un entrepreneur, un industriel. Puis c'est pas choquant, c'est comme ça. Mais après, et c'est pas à lui de le développer. Mais ce lien recherche fondamentale. Et je reviens encore à BioNTech et au vaccin parce que c'est pour moi un formidable exemple. Il y a la recherche fondamentale avec les ciseaux génétiques qui ont permis ça. Les deux prix Nobel là, dont la française dont j'ai oublié le nom avec ces startups et un grand groupe, c'est ce qui a permis d'avancer. Les circonstances aussi l'ont permis, quoi. Mais ont permis, je pense. C'est intéressant de parler du Covid qui a permis quelque chose, mais justement les circonstances aggravantes, l'urgence a permis à ce que ces acteurs-là n'aient pas le choix de se mettre en trio rapidement, et il y avait ce côté très on n'a pas le temps en fait. Enfin, là, plus de on perd toute du façon, temps, c'est toujours dans l'adversité qu'on évolue. Exactement. C'est jamais quand on est dans sa zone de confiance. Ah, c'est ça. Et là, ça le montre. Alors, est-ce que l'agriculture est encore trop dans une zone de confiance ? Je pense pas, parce que ça va quand même pas tout bien. Mais il faut que ce déclic se fasse. Ouais. Et je pense qu'un élément important, notamment chez nous, il va bien falloir qu'on accepte et qu'on impose même qu'on avancera non pas par des réglementations, mais par de l'innovation. Mm-hmm. Ça commence à venir. Toi, tu crois qu'il se fera comment ce déclic un peu chez les agriculteurs et chez les institutions agricoles, tu vois, qu'il faut arrêter de regarder ça comme, tu vois, un petit champ, un petit 10% des problématiques qu'il faut traiter, mais vraiment quelque chose d'un peu central. Si on regarde ce qui se passe dans la nature actuellement, un des freins majeurs, c'est la non-rémunération des agriculteurs. Okay. Quelqu'un qui tire profit de son travail va avoir envie de prendre des risques. On le voit dans le domaine de la vitie, par exemple. C'est là qu'il s'expérimente le plus de choses. Si déjà on est pris dans une situation précaire, on aura du mal à évoluer, si ce n'est d'évoluer collectivement. C'est ce qui s'est fait dans les années 60. Ouais. Où le développement s'est fait avec un double développement, en fait, qui était à la fois le développement professionnel et le développement ménager, on va dire, de la vie de la famille, parce que les deux étaient intimement liés. Et quoi qu'on en dise, même si l'agriculture n'est plus, et je pense sera de moins en moins familiale, les deux sont liés. Sont liés par le fait que le rythme de vie d'un agriculteur n'est pas le même qu'une entreprise classique. On va peut-être revenir là sur aussi justement tous ces liens ferme digitale, etc. Tu nous disais tout à l'heure que la ferme digitale s'était créée à Châteaudun, c'est ça ? Oui. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur justement comment s'est passée cette rencontre ? Qu'est-ce qui a été les éléments déclencheurs en fait de se dire
on porte des innovations, nous, chacun dans notre coin. Il commence à y avoir des choses qui se passent dans l'agriculture. Pourquoi on crée la ferme digitale? Comment on le fait? Et puis, comment ensuite voir ensemble un peu comment ça a évolué au fil du temps pour atterrir au dernier événement un peu majeur qui était le dernier salon de l'agriculture, où si on se rappelle du premier salon de l'agriculture de la ferme digitale, ça a plus trop la même gueule, quoi, hein, comme on dit. Alors, donc juste revenir déjà sur un peu la genèse de ça, et est-ce que tu vois des choses un peu similaires dans d'autres secteurs, par exemple, parce que je trouve qu'il y a quand même une force particulière dans la ferme digitale là. L'ADN de la ferme digitale, c'est le même que celui de l'agriculture, en fait. L'idée de départ, et je pense qu'il faut absolument garder, c'est que seul on peut aller vite, mais ensemble on ira loin. Et c'est l'idée qui a toujours guidé les cinq fondateurs. Alors quand on dit 5 fondateurs, c'est plus que 5. Et je me mets pas dedans. Ils sont venus me chercher dedans. J'ai apporté ce que j'ai pu. Et je les adore tous. Je suis vraiment content d'être dedans. Mais c'est vraiment eux qui l'ont fait. Et quand je dis plus de 5, c'est que il y avait 5 entreprises, mais il y avait plus de créateurs. Je pense notamment à Agriconomie avec Paolin et Clément, qui ont apporté chacun leur pierre à l'édifice. Clément, ils se sont tous dit, ce qu'ils sont d'ailleurs, fils ou petit-fils d'agriculteurs. Celui qui a le plus directement l'ADN agricole, je pense que c'est Clément, parce qu'il est agriculteur qu'on a dans lui-même. Deuxième épisode de Futur. Et c'est d'instinct que lui a dit, si on veut un stand au salon, on pourra le faire qu'ensemble. On n'en aura pas chacun le nôtre. Donc ça, c'est l'ADN qui a construit la ferme digitale. Là, c'est à l'heure où on parle, je sais pas combien on est, mais probablement une centaine, parce que je sais qu'hier il y avait une séance de travail pour accepter l'adhésion de nouveaux membres. Il faut absolument que cet élément-là reste, de travailler ensemble, faire un salon ensemble, oui, mais bien plus qu'un salon. Il y aura le LFD dans quelques jours, dans quelques semaines. Plus que de l'événementiel, en fait. Oui, mais il faut plus que l'événementiel. Alors après, il faut se donner les moyens pour ça. Je pense qu'avec la French Agritech, on va pouvoir y arriver, mais toujours en gardant cet ADN, qui est exactement celle des agriculteurs. Et si on veut créer du lien, on n'a pas le choix d'ailleurs, avec le système organisé de l'agriculture, c'est en ayant le même ADN qu'on y arrivera, en apportant bien sûr nos spécificités, en apportant chacun de leurs. Mais il y a des petits détails qui pour moi n'en sont pas. Il y a le stand, 650 mètres carrés cette année au sein de l'agriculture. Personne n'a à offrir quelque chose à offrir à boire ou sur son petit stand à l'intérieur. C'est mutualisé à tout le monde. Ouais. Les conférences, c'est mutualisé à tout le monde dans le même espace. Donc cet esprit-là doit rester dans la ferme. Il est unique dans le salon de l'agriculture. Enfin, il n'y a pas d'autres stands comme ça. Il est unique, oui et non. Peut-être alors plus dans les autres halls. Je pense au stand de la coopération française. Ouais. C'est un peu la même chose. Quand on va sur leur stand, on voit tous les produits qui sont affichés. Il y a toutes les bouteilles de toutes les caves viticoles, il y a tout ça. Et en fait, tout ça vient de coopératives adhérentes à la coopération française. Les jeunes agriculteurs, la FNSEA, c'est la même construction. Si on veut, c'est pas une seule entreprise, c'est l'ensemble de structures sur le territoire, mais peut-être moins. Alors, je pense que la comparaison avec les coopératives est plus vraie, parce que la coopérative est aussi très diversifiée suivant les productions, comme l'est la ferme digitale dans notre domaine. Mais effectivement, il y en a pas beaucoup, peut-être un petit peu autour des régions, ce qui se fait, mais c'est pas la même chose. Le seul, si on veut trouver une comparaison à ce qui se fait à la ferme digitale, c'est la coopération, je pense. Ok, mais donc du coup, effectivement, d'avoir ce côté ensemble et mutualisation, pour toi, effectivement, ce que tu disais, c'est un détail, mais ça n'en est pas un, quoi. Ah non, ça n'est pas un. Et je pense que alors certains peuvent ne pas s'y retrouver, hein, dans cette façon de voir les choses, et ça peut être d'autres choix qui se font. Mais si on veut que la structure elle-même puisse vivre, ça sera en gardant cet élément-là. Pour le moment, moi, je suis pas inquiet du tout. Hein. Ça reste d'autant plus que c'est vrai, non seulement pour les startups,
mais également pour les entreprises un peu différentes dans l'innovation qui y sont, ou les écoles. L'école que je préside des établis, on est nous-mêmes dans la ferme digitale, comme les A d'Angers. D'autres vont nous rejoindre. Des boîtes comme ITK sont dedans, c'est plus vraiment des startups. Mais il y a le même esprit. Et ça, c'est important. Et j'irai même plus loin. Les grands partenaires comme Groupama, Crédit Agricole, OnePoint et d'autres, ils m'excuseront de ne pas les citer, mais ont aussi ce même ADN. Et ça, c'est hyper important. Ouais. OnePoint, je les connais moins. Mais du Crédit Agricole et du Groupama, ça ne m'étonne pas du tout. C'est dans leur ADN. Donc c'est normal que ça se passe comme ça. C'est Groupama et Crédit Agricole dans le milieu agricole. Enfin, ça aurait été inconcevable qu'ils ne s'intéressent pas à tout ce qui se passe dans la ferme digitale. Ne pas s'intéresser, c'est une chose, mais après, ils conservent, alors on se bat pour qu'ils le conservent, c'est pas toujours évident, cet esprit mutualiste. Mm-hmm. Et moi, je crois beaucoup dans les communs, plus que dans l'État, parce que je pense que la vision étatique ou privée des choses, capitalistes ou étatiques, c'est les deux faces d'une même pièce. Les communs, c'est autre chose. Ouais. Et la construction de demain, pour demain, je pense qu'elle se fera au travers de biens communs. L'agriculture est née des biens communs. Ouais, et la ferme digitale, là, en elle-même. Et je pense que ces choses-là, c'est d'autant mieux que quand elles n'ont pas été calculées. Jamais les fondateurs, je pense pas les trahir en disant ça, n'ont eu l'idée de faire un bien commun. N'empêche qu'ils l'ont fait quand même. Ouais, puis je pense qu'il n'y avait pas l'idée que ça allait devenir ça, quoi. Et justement, là, on parle de ce qui a été fondateur et qui n'a jamais bougé. Au contraire, qu'est-ce que tu vois comme idée, comme manière de faire, de voir les choses, etc. Qu'est-ce qui a évolué selon toi c'est quoi, 6 ans, 7 ans 6 ans. Alors, ce qui a évolué... c'est d'abord d'accueillir des nombres de startups extrêmement diversifiés. Diversifiés suivant les sensibilités de modèles agricoles différents, pour répondre à des besoins des agriculteurs complètement différents, entre Ombrea par exemple, qui est dans la couverture en photovoltaïque de protection de culture, et puis Axioma par exemple, ils sont pas du tout dans le même domaine, ou que Winat dans un autre, ou que Agrico, ou Mimosa, mais tout ça est très complémentaire dans des domaines fondamentalement différents. Donc avoir réussi à faire vivre ensemble toutes ces startups de domaines très différents, c'est une vraie avancée. De s'être entouré de partenaires qui apportent plus qu'une cotisation financière, certes importante, certes très utile, mais en plus de l'expertise, des compétences. Je pense notamment à OnePoint, mais même les autres de ce domaine-là. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui a été très utile. Et après, il y a les pistes aussi qui sont peut-être encore plus à développer. Je pense qu'il y en a une qui doit se développer au cœur de la ferme digitale, c'est d'arriver à avoir notre propre fonds d'investissement pour vraiment s'engager. Intéressant, ouais. Et l'idéal étant de l'avoir avec les agriculteurs. Là, il y a des vraies pistes de travail. Ça permet aussi, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la ferme digitale est devenue une référence. Ce n'est quand même pas rien que le ministère de l'Agriculture et le ministère du Numérique est confié à la ferme digitale la préfiguration de la French AgriTech. C'est une vraie preuve de confiance de ce qui est capable de se faire et qui a été fait et qui, à mon sens, je pense, a été réussi. Bien sûr, et preuve que en fait, la ferme digitale aujourd'hui, quand tu parles d'innovation et de technologie dans le milieu agricole, c'est de toute façon incontournable. Enfin, qui d'autre c'est pas qui d'autre, parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent, on va pas se nombriliser entre nous, mais quand même, quand t'as toutes ces 60 plus 60 startups derrière, t'as quand même matière, tu vois, à aller écrire, justement. Oui, alors pour autant, c'est pas gagné. Le pire serait de croire que c'est abouti. Ouais. Ça serait la pire je pense, la pire des choses. La ferme digitale, effectivement, maintenant est reconnue, et on peut que s'en féliciter de cette affaire-là. C'est une marche, quoi. C'est une marche. Il y en a plein d'autres. il faut vraiment persister pour qu'on puisse, parce que pour le moment,
il y a une chose qu'on n'a encore pas vue. C'est l'impact sur l'évolution de l'agriculture de la ferme digitale. Ouais. Et cette marche-là, elle est considérable. Bien sûr. Elle se fera pas en 5 ans, comme la première, c'est clair. Je suis convaincu qu'elle se fera, puisqu'il lui faudra 20 ans. Ça sera pas non plus la régulier. Il y aura un moment, 1, 2, 3 startups peut-être qui vont émerger et qui auront une promesse de valeur qui va révolutionner une partie de l'agriculture. Je suis incapable de dire laquelle. Ouais. Je suis incapable de dire s'il y en a une même, ou plusieurs. Mais là, ça permettra de franchir un pas. Ça peut aussi être un danger à ce moment-là, parce qu'il faut que le reste suive. Ouais. Il faut que ça porte, que ça continue à porter tout le monde. Quoi. Voilà. Il faut que ça continue à porter tout le monde, effectivement. Ouais, si je continue le parallèle avec la coopération française, même si c'est pas un long fleuve tranquille, c'est quelque chose qu'ils ont relativement réussi, où des grandes coopératives comme Agrial ou Axéréal parlent à certains moments d'égal à égal avec une fruitière à compter au cœur du Doubs ou du Jura. Ouais. Et ils ont chacun une voix pour voter à la coopération française. Ça, il faut que la ferme digitale le garde. Parce qu'à un moment, les startups qui sont dedans ne vont pas évoluer tout au même rythme. Ah bah non, c'est sûr. Et je suis pas trop inquiet pour le moment. Une chose est sûre, je pense que c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'ils attendent de moi. Quand il y a des choses comme ça, je sais agiter le chiffon rouge aussi. Oui. Je suis pas le seul. Il y en a d'autres aussi. Fou, et de pouvoir garder ces éléments-là. Et la ferme digitale en tant que telle ne vivra que si on conserve ça. Et donc juste pour finir justement sur ce rapport French Agritech, donc qui est en fait un rapport qui a été fait par le ministère de l'Agriculture et du Numérique en collaboration, qui a du coup demandé à la ferme digitale et d'autres structures de faire c'est ça, vous avez fait finalement un bilan déjà un état des lieux, puis voir justement, explique-nous un peu ce qui va se dérouler derrière, qu'est-ce qu'on en fait de ce rapport et qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains mois. Alors c'est surtout ça, parce que l'état des lieux, c'était un peu un prérequis pour savoir faire un état de l'art où on en est, pour voir comment on évolue. Et l'idée, effectivement, il y a les deux ministères, mais il y a aussi la French Tech, la mission French Tech qui est très présente. Il y a aussi le France 2030 et puis le secrétariat à l'investissement avec Bruno Bonnel qui seront très présents. C'est de se mettre en perspective pour faire de la French Agritech un élément majeur de la troisième révolution agricole qui n'est pas franco-française. Il y a d'autres écosystèmes qu'on a été voir. Il y a Wageningen aux Pays-Bas, il y a Israël, il y a évidemment aux États-Unis des choses qui se font. Il y a dans pas mal l'Italie, l'Espagne, il se fait beaucoup de choses. C'est un peu une compétition, mais pas que, parce qu'on travaillera aussi avec ces éléments-là. Mais c'est que la France prenne toute sa place, qu'on sorte quelques licornes. C'est pas un but, ce n'est pas qu'un but en soi, mais on a les moyens d'avoir des entreprises qui auront un impact en fait fort. Un impact fort sur le milieu. Je pense, alors est-ce que ça sera un jour une licorne, j'en sais rien, mais Insect est une start-up qui est le leader ou dans les leaders mondiaux dans son domaine d'activité. C'est quelque chose de fort à mon sens, qui peut porter une partie de la transformation de l'agriculture, qui peut porter une vraie expertise, et derrière, n'oublions pas, il y a de la valeur ajoutée créée également pour le pays. Il y a des emplois qui sont créés. Il y a tous ces éléments là derrière. Ça dépasse largement. La French Agritech dépasse largement l'agriculture en elle-même. Et c'est ce qu'on a voulu préparer en mettant un petit peu en exergue les points qu'il fallait développer. Ils sont au nombre de 6. Okay. Il y a le premier, c'est de donner les moyens à des startups de pouvoir vivre en ayant des vrais incubateurs ou startup studios. On a bien aimé cette notion de startup studio parce qu'elle est beaucoup plus globale qu'un incubateur ou un accélérateur, avec des vraies compétences à la fois dans le numérique, mais également des compétences métiers très développées qui sont
pas très présente dans les incubateurs tels qu'on les connaît maintenant. Okay. Donc cet accompagnement et évidemment la French Tech, non, c'est comme ça que s'est créée la French Tech Agri20 pour accompagner 20 startups par an, tant dans le domaine du numérique, de l'industrie robotique et du vivant, parce qu'on a voulu garder cet équilibre. Donc ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est je disais tout à l'heure, travailler vraiment sur des fonds d'investissement dédiés et connaissant les spécificités de l'agriculture. Ouais. Le troisième, c'est adapter la réglementation, parce que on est dans des domaines qui sont tellement nouveaux que il y a des vides ou des barrières. Il y a des vides, il y a des barrières, il y a des choses à améliorer. Donc il y a un travail considérable à faire de ce côté-là. Quatrième domaine, c'est se mettre en situation de pouvoir mobiliser les talents dont on a besoin. C'est le rapport à la formation, le rapport à la recherche, mais essentiellement à la formation et se donner aussi les moyens de pouvoir. Parce qu'il y a aussi, je pense notamment dans le développement numérique, où il y a une vraie compétition entre les divers domaines d'activité. On n'est pas les mieux placés. Des domaines, actuellement, la médecine est capable avec. Alors, je pense que ça ne durera peut-être pas dans ce domaine-là, mais pour le domaine du luxe aussi, où ils sont capables de payer des développeurs bien mieux qu'une start-up agricole. Donc il y a des travail à faire là-dessus sur la mobilisation de talents. Il y a un travail à faire, je l'ai dit aussi tout à l'heure, sur le transfert de la recherche fondamentale vers les startups, tout cet écosystème à créer avec les grandes entreprises. Et le dernier domaine, c'est celui de l'acculturation. Énorme affaire pour impliquer les agriculteurs au-delà de l'utilisation. Parce que si on ne acculture les agriculteurs qu'à utiliser, le risque d'en faire des travailleurs de plateforme, il est énorme. Ils seront passifs en fait dans tout ça. Et il faut qu'ils soient des acteurs actifs et non pas passifs de la transformation. Ok, et donc tout ça, l'idée c'est là d'aller mettre en route un peu ces différents points et d'éclairer déjà, je pense, les décideurs, etc., sur là où il faut aller, là où il faut travailler. Et ensuite qu'ils puissent effectivement prendre des décisions. Il y a des sous aussi là-dedans. Alors oui, mais non seulement éclairer, mais aussi être acteur. Et la ferme digitale et ses associés, si on peut dire, qui sont Robagri, Cofarmine, la Woodtech, la Foodtech. On n'a pas abordé ce côté Foodtech, mais tous ceux avec qui on a construit ce rapport sur la French Agritech, avec chacun ses spécificités, ça se passe très bien, parce que chacun comprend sa place qu'il apporte aux autres, et là aussi cet écosystème a une vraie valeur. En complément et boostant encore plus la ferme digitale, quoi. La ferme digitale est peut-être la figure de proue de l'ensemble, mais l'ensemble a aussi une valeur à apporter dans tout ça. Alors de l'argent, oui, à différents moyens. Il y a des moyens dédiés qui ont été fléchés directement dans le développement des startups par BPI et le PIA. 200 millions, 2 fois 200 millions même, je pense. Et après, il y a d'autres guichets, si on peut dire, où on peut les chercher. Au niveau du transfert, il y a des choses qui se font. Il va se mettre en place avec France 2030 des démonstrateurs de toutes sortes pour essayer. Et là, il y a un vrai travail à faire avec les agriculteurs et les organisations, avec les instituts de recherche appliqués, par exemple les instituts de l'ACTA, où pour tester un certain nombre de choses chez les agriculteurs, dans les fermes expérimentales que le réseau des chambres d'agriculture ou des instituts possèdent, et dans lesquels on peut impliquer des startups. Chez moi, en Vendée, on a commencé à en faire un qu'on appelle 5G for Agri, pour développer des usages de la 5G en agriculture, où on implique des startups, des grands groupes. On est déjà rentré dans ces éléments-là, et ça va se développer. La French Agritech sera ça. L'objectif, c'est vraiment de passer et d'être un acteur puissant, et faire de la France un acteur puissant de cette troisième révolution agricole. Merci énormément, c'est la fin du podcast, on a été un peu long, mais moi il y avait plein de trucs à dire. Merci énormément du coup. Combien de temps, Rémi ? 46 minutes, mais ça les valait quand même. Merci Hervé, et puis on se retrouve nous au prochain épisode. Voilà, cet épisode de Futur Agri est terminé. Après les nombreux épisodes en format très court enregistrés sur un coin de Manche Debout au Salon de l'Agriculture, j'ai beaucoup apprécié prendre le temps d'écouter et d'interroger dans la longueur Hervé Pillot.
Voilà quelqu'un qui a vu l'agriculture changer, évoluer et qui a une vision très claire de ce que peut apporter l'innovation dans le secteur agricole. C'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter quelqu'un qui compte beaucoup dans la création et l'histoire de la ferme digitale, comme il a pu vous le raconter. Bref, il devenait indispensable de vous présenter Hervé et je le remercie énormément pour les lumières et les liens qu'il apporte dans le milieu agricole. Un grand merci à vous pour votre écoute, à la ferme digitale sans qui ce podcast n'aurait jamais existé, ainsi qu'à Paul pour le son, le montage et ses précieux conseils. Si vous avez aimé cet épisode et que vous trouvez aussi que ces sujets sont importants, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur vos réseaux et à le noter sur iTunes Podcast avec plein d'étoiles. Pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à suivre La Ferme Digitale sur ses différents réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font l'innovation dans le secteur agricole.